Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine, un nouvel épisode d'Accès Direct. Nous sommes le lundi 26 novembre 2018, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, nous parlerons du parc naturel et régional du Massif des Vosges avec Philippe Gamin et Jean-Luc Debois, respectivement président et directeur du parc. Lucille Hainaut, gérante de la boutique Lulu Butine, reviendra pour sa deuxième rubrique. Elle nous donnera notamment des conseils beauté pour les fêtes de fin d'année. Et puis comme chaque lundi du sport, avec ce soir un focus sur la soirée du 8 décembre prochain avec un grand gala de boxe savate. Mais avant tout ces ajustements, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria pour les titres du journal. Salut Victoria. Salut Seb. Alors le journal ce soir, le PPA2, nouvelle mouture. Oui, et une enquête publique sera ouverte en décembre donc dans la vallée de l'Arve. Elle portera sur ce deuxième plan de protection de l'atmosphère qui doit être mis en place début 2019. Le préfet a présenté ce matin en conférence les grandes lignes de ce PPA2. On en parlera dans le journal. Et puis une académie réservée aux gardiens de but de foot qui a ouvert ses portes en septembre en Haute-Savoie. C'est toi Seb qui est allé à la rencontre de ces jeunes champions en herbe. Une vingtaine d'élèves a rejoint l'académie des gardiens de but d'Anne-Sylvieux. Donc pour sa première rentrée, la formation est inédite en Pays de Savoie. On en saura plus avec ton reportage. On passe à notre petite revue de presse. Alors on commence avec une histoire de sauvetage peu commune que tu as trouvée ce matin. C'est une belle histoire pour ce lundi. On commence la semaine en douceur. Cela s'est donc passé dimanche à Marnat, près de Bonneville, en Haute-Savoie. Une toute jeune fille de 4 ans est venue en aide à un chat qui s'était mis dans une drôle de situation. Le Dauphiné libéré nous raconte cette histoire qui débute donc dimanche matin lorsque la petite Tessa revient de sa rencontre avec le Père Noël. Elle entend des miaulements mais n'arrive pas à savoir d'où ils proviennent. Et en revenant de balade en fin d'après-midi, elle entend à nouveau ces miaulements qui proviennent d'une voiture. Elle décide d'approfondir ses recherches qui ne donnent rien dans un premier temps. Sa maman appelle donc finalement le propriétaire du véhicule et ils arrivent ensemble à la conclusion que le chat doit être installé dans le moteur. Le propriétaire du véhicule a appelé les sapeurs-pompiers de Marnat-Sionzier. L'histoire ne s'est pas arrêtée là puisqu'ils ont mis un petit moment à atteindre le chat qui était inaccessible. Il était vraiment bien caché pour le coup. Et en démontant un peu plus la voiture, ils ont finalement réussi à tomber sur cette tête rousse et blanche et ils ont emmené le chat à la fourrière le temps de vérifier son identité. Et Tessa a pu bien sûr le rassurer avant de le voir partir. Tu sais si la voiture a pu repartir? J'imagine que oui. Et puis une autre très jolie histoire, celle du soldat Roche. Oui, c'est un tout autre sujet. C'est France 3 Auvergne-Rhône-Alpes qui nous raconte l'histoire d'Albert Roche, un chasseur alpin du 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy. Il y a 100 ans, le maréchal Foch le nommait premier soldat de France. Dimanche, son village natal de Réauville, dans le sud de la Drôme, et son bataillon lui ont rendu hommage. Son destin est assez incroyable. Il avait été jugé trop chétif pour faire la guerre, mais il a insisté. Il est le soldat le plus décoré de France pour la Première Guerre mondiale. Blessé 9 fois, il a capturé plus de 1000 soldats allemands. Il a aussi libéré une cinquantaine de ses camarades, sauvé la vie d'un de ses capitaines, qui le sauvera aussi à son tour du peloton d'exécution. Il a été reçu par le roi d'Angleterre notamment. Bref, un vrai héros de guerre célébré donc ce week-end, alors qu'on commémorait il y a quelques semaines le centenaire de l'armistice de 1918. Et c'est à noter, on parlera prochainement dans le journal de 4 poilus de la Clusaz dont les lettres ont été retrouvées récemment dans une ancienne ferme. Avec un joli sujet de ta part. Exactement. Avec toi, Sam, on parle de consommateurs mécontents. Oui, c'est un reportage à voir sur le site de la RTS. Migros, le célèbre distributeur de Suisse, a décidé de jouer à fond la carte des clichés, puisque de nombreux consommateurs suisses se sont émus en voyant les nouvelles soupes commercialisées par la marque. Un paquet bleu, vous pouvez voir sur les écrans. Donc un paquet bleu pour les champions, avec des pattes en forme de ballon de foot, et un paquet rose pour les Glamour Queens, dont les pattes sont en forme d'étoile. Une différenciation qui, je le disais, passe plutôt mal chez nos voisins suisses, notamment sur les réseaux sociaux. Pour se défendre, Migros a expliqué qu'il souhaitait cibler un nouveau public, à savoir les enfants, d'où le choix de ces couleurs, puisque selon Migros, les consommateurs de soupe sont de plus en plus vieillissants. Et puis, une belle action à l'approche des fêtes. Oui, une initiative originale lancée par la ville de Chambéry et l'université de Savoie-Mont-Blanc. Le principe, c'est simple, c'est inviter à adopter des étudiants étrangers pour le réveillon de Noël. Cette opération s'appelle Noël partagé. On le sait, il y a énormément d'étudiants sur Chambéry. Il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas français ou alors qui n'habitent pas en France, qui se retrouvent du coup tout seuls pour les fêtes. Donc voilà, le but, c'est bien entendu de briser cette solitude, partager un bon repas et des traditions. Donc si vous qui nous regardez, si vous êtes intéressé pour accueillir une personne pour ce réveillon du 24 ou le déjeuner du 25, un numéro de téléphone, le 04 79 72 13 17 ou une adresse mail étudiant@mairie-chambéry.fr.
Merci Victoria. Merci, À tout à l'heure, on te retrouve pour le rappel du titre. Allez, on passe à notre rubrique Actu pour démarrer cette émission. Je vous en prie, installez-vous. Philippe Gamin, Jean-Luc Desbois. Alors, je le disais dans le sommaire, vous êtes respectivement président et directeur du parc naturel régional des Bauges. Avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous rappeler la mission et la vocation du parc que vous représentez? La mission d'un parc naturel régional, c'est de faire ce qu'on appelle du développement durable. C'est toujours trouver cet équilibre entre la préservation des paysages, des milieux naturels et le développement économique sur un territoire exceptionnel reconnu pour sa particularité de paysage, entre autres, et de ces espaces naturels. Alors, après une année 2017 très compliquée, avec notamment des suppressions de postes, 2018 a été placé sous le signe du renouveau. Oui, absolument. On a dû s'adapter à nos nouveaux moyens financiers qui ont baissé en 2017. Donc on a réduit l'équipe en conséquence. Et puis on s'est recentré sur certaines missions. Mais depuis, effectivement, on a retrouvé l'équilibre budgétaire et puis on a pu mobiliser quelques programmes un peu conséquents sur les pôles touristiques majeurs, sur l'agriculture. Et puis on a les fonds européens aussi qu'on redémarré, donc qui nous permettent d'agir sur le territoire dans plusieurs domaines maintenant. Financièrement, comment va le PNR du Massif des Bauges aujourd'hui? Je vous dis, là, on va faire un budget à l'équilibre pour cette année, sans souci, même avec un petit peu de marge pour redémarrer sur de nouvelles actions en 2019. Donc voilà, on a retrouvé notre équilibre et notre santé financière. Alors, si ça va mieux, c'est aussi parce que la région a décidé de rétropédaler concernant son aide pour les parcs naturels. On rappelle qu'il y avait une sensible baisse des subventions et elle a décidé de débloquer une somme de 12 millions d'euros, somme progressive avec 2 millions en 2018, 4 en 2019 et enfin 6 millions pour 2020. J'imagine que c'est une très très bonne nouvelle. Oui, c'est une excellente nouvelle et c'est vrai que c'est aussi une reconnaissance de la part d'une institution comme les régions, parce qu'on est parcs naturels régionaux, et une reconnaissance sur le rôle de ces territoires d'exception et du rôle dans le développement économique, puisque la région est très attachée au développement économique, même si elle a également une compétence sur la biodiversité. C'est une vraie reconnaissance et très, très encourageant. Tout ça, c'est aussi un travail sur le long terme, pédagogique de la part de l'ensemble des 10 parcs qui sont sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais oui, c'est la plus grande région en termes de parcs. Oui, c'est ça. Ouais. 10, oui. Quel bilan on peut tirer de cette année 2018 là, qui touche à sa fin? On peut citer par exemple les projets qu'on a développés sur les pôles touristiques majeurs. On a travaillé par exemple sur le pôle lacustre à Doussard sur le lac d'Annecy, où on a contribué à la réflexion du projet d'aménagement de cette base lacustre et au financement. On a travaillé sur la Sambuie, sur un pôle d'activité verticale. On a travaillé sur la rivière du Chéran, sur le pôle touristique, la base de loisirs du Chéran. On travaille sur le lac de la Tuile, côté Savoie aussi, pour accueillir du public. Et puis aussi, on a beaucoup travaillé un peu sur les stations, la reconversion des stations qui est en cours dans le massif des Bauges, où ces stations doivent trouver un nouveau modèle économique, un nouveau positionnement entre la neige et les toutes saisons. Et on propose d'investir sur de nouvelles activités sur ces stations-là. Voilà un exemple, par exemple, sur l'activité touristique. Est-ce que le fait d'être à cheval sur 2 départements, la Savoie et Haute-Savoie, c'est quoi? C'est un avantage ou c'est une contrainte? Non, c'est vraiment un avantage. Depuis 20 ans, plus de 20 ans maintenant, le parc agit sur un territoire qui a une cohérence géographique, c'est un massif. Et donc, les limites administratives n'ont pas vraiment de sens quand on gère un tel territoire. Et c'est un atout, c'est un des atouts qu'ont les parcs naturels régionaux, c'est qu'on efface les limites administratives. Et quand on doit traiter de certains sujets, eh bien, c'est préférable. Et on a cette capacité-là à le faire, que ce soit une limite départementale, une limite communale ou même intercommunale. Et maintenant, avec les agglomérations, on a certains sujets que l'on traite à l'échelle de 2 ou voire 3 intercommunalités. Alors, vous avez lancé la procédure de révision de votre charte, une charte qui va de 2023 à 2037. Très concrètement, en quoi est-ce que ça va consister? Alors là, on a une première phase en cours qui est l'évaluation de la charte précédente, donc c'est une démarche obligée, et puis remise à jour un peu du diagnostic territorial, qu'est-ce qui s'est passé sur ce territoire et vers où il va pour avoir des éléments de discussion. Et puis toute l'année 2019, on va discuter avec la population, avec les acteurs socio-professionnels, les associations, les élus des communes, pour construire un nouveau projet de parc pour les 15 ans à venir, quoi. Voilà. Et puis on a un grand jeu, mais peut-être le président peut en parler, sur les nouvelles relations qu'on a trouvées avec les intercommunalités. Justement, j'allais y venir. Tous ces changements-là qui ont été dus notamment à la loi NOTRe, ces nouvelles
intercommunalité, ces nouvelles communes. Comment est-ce que vous appréhendez ces relations justement? Alors on a effectivement la loi NOTRe, la loi de la réforme territoriale, a complètement réorganisé le territoire en donnant plus de poids notamment aux agglomérations qui viennent englober des communes rurales qui sont sur le territoire du parc. Et là, on va se donner, c'est un des enjeux sur les 15 ans à venir, c'est de travailler en lien très serré avec ces territoires-là. On ne peut pas travailler sans les territoires, les pôles urbains en quelque sorte. Et ça a été renforcé par la loi biodiversité d'août 2016 qui a donné ce rôle privilégié au parc d'être les instances qui vont mettre en cohérence les politiques, les différentes politiques sur leur territoire. Et également, insiste cette loi, également la dernière loi montagne, sur le lien entre urbain, rural, amont, aval. Et le parc est là pour ça. Et dans le cadre notamment même on voit bien sur Grand Chambéry, c'est 70% du territoire de Grand Chambéry. Et dans le parc, sur Annecy, c'est aussi un pourcentage très important. 20%. Sur le nouveau pôle métropolitain, c'est 50% du territoire qui est sur le territoire parc. Et là, on a un vrai rôle à jouer dans le sens où ce territoire naturel doit jouer pour l'avenir l'équilibre entre l'hyper-métropolisation, et on le voit, c'est parti, et ces territoires qui restent naturels, des territoires de ressourcement, de respiration, et où on va trouver également des ressources naturelles et qui sont ô combien importantes pour l'avenir, puisqu'on parle de plus en plus d'énergie renouvelable, de ressources naturelles, etc. Quels sont les prochains grands axes de travail là, qui vous attendent pour les prochains mois? Alors, il y a deux grands enjeux quand même pour le parc. Hein. C'est un territoire agricole, de développement agricole. C'est un territoire forestier. Les plus grandes surfaces sont agricoles et forestières. Donc, un des grands axes de travail pour la charte, ça va être celui-là. Comment on continue ce développement économique qui, pour l'instant, va bien. On a beaucoup à renforcer sur l'aspect forestier. On travaille déjà, d'ailleurs, sur le développement des dessertes forestières. Et puis peut-être ce lien aussi plus fort à la population qu'on doit retrouver. Une participation plus forte de la population dans la gouvernance du parc et dans les projets du parc. Quoi. Voilà, dernière chose avec vous, Monsieur le Président. J'ai lu que le groupe MND, spécialisé dans les loisirs sportifs à Sensation, allait intervenir au cœur du parc. Vous confirmez? Apparemment, vous ne confirmez pas. Je manque d'informations, je suis désolé. Oui. Par contre, les sports de pleine nature, oui, c'est quelque chose dont on fait la promotion et on veille à ce que l'impact soit le plus maîtrisé possible, parce que ça peut être aussi des sports avec de nombreux publics. Et on est là pour coordonner et faire attention de minimiser les conflits d'usage. Dernière chose, vraiment, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que le parc que joue son rôle d'aménagement du territoire, un peu au milieu de ces grandes agglomérations, et cet équilibre, trouver le bon équilibre sur ce territoire-là qui mérite d'être préservé à long terme. Merci beaucoup, Philippe Merci à vous. Jean-Luc Desbois. Merci. Je vous invite à rejoindre la régie. Merci, à bientôt. Merci. Il semble que vous revenez la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Allez, 18h14, il est l'heure de passer à notre rubrique Bonne idée. J'accueille quelqu'un que vous connaissez maintenant, Lucille. Bonsoir. Bonsoir. Lucille Hénaud. Alors je rappelle, tu es la gérante de la boutique Lulu Butine. On va parler avec toi des fêtes de fin d'année qui arrivent déjà très très rapidement. J'imagine que pour les fêtes, les demoiselles ont envie d'être encore plus belles que le reste de l'année. Quels sont tes conseils pour avoir un teint frais et lumineux pour ce réveillon de Noël et le jour de l'an? Alors, je vais commencer par deux conseils indispensables à adopter, quel que soit son âge et quel que soit son type de peau. Donc, en premier, ça va être de gommer la peau de son visage. Donc, 1 à 2 fois par semaine. Exfolier, gommer permet d'éliminer les cellules mortes, les impuretés, oxygéner la peau et du coup raviver son éclat. Il faut savoir aussi une chose que l'on ignore souvent, c'est que de gommer sa peau active la circulation sanguine, donc il y a un meilleur échange cellulaire, ça booste la synthèse de collagène et d'élastine et ça fait de ce geste le premier anti-âge de la peau qu'on ait 30 ans ou 60 ans. Donc l'action des produits qu'on va appliquer derrière vont avoir une meilleure pénétration dans la peau puisqu'il n'y aura pas cette barrière de peau morte. Ce qui fait que j'en viens au deuxième conseil beauté, l'hydratation. C'est un geste essentiel à adopter tous les jours et encore plus après avoir gommé sa peau. La peau a soif après avoir gommé. Je pose souvent cette question en boutique pour schématiser où je dis à mes clientes, est-ce que vous vous imaginez faire une séance de sport sans vous hydrater, que ce soit avant, pendant ou après? Impossible.
Impossible. Donc là, c'est pareil. Hydrater, ça va permettre dans un premier temps de protéger sa peau des agressions extérieures, comme le vent, le froid, la pollution. Et dans un second temps, ça va éviter l'évaporation de la peau. En fait, le fait de mettre une crème, ça bloque, ça empêche l'eau de s'évaporer. Donc du coup, une peau hydratée est une peau protégée, repulpée, qui se sent bien et qui a plus d'éclat. Donc, gommage, hydratation. Gommage, hydratation, les deux indispensables. On sait que dans ta boutique, tu travailles des produits naturels, forcément. Oui, C'est forcément. la meilleure solution. C'est la meilleure solution puisqu'on n'a pas de dérivés pétrochimiques, de choses en fait qui étouffent la peau. Le but, c'est de l'aérer, de l'oxygéner, donc ce serait dommage derrière de l'étouffer avec des produits chimiques. Alors, on va accueillir Juliette Vincent-Seigné, dont vous avez l'habitude de voir les sujets dans le JT, parce que Lucie, tu vas nous proposer ce soir un petit tuto make-up. Juliette, je t'en prie. Exactement. Donc, je vous propose un tuto make-up de 30 minutes pour les fêtes de fin d'année. Du coup, là, ça sera un petit peu condensé. Donc là, c'est Tu as déjà commencé. commencé. Donc, j'ai déjà maquillé Juliette en coulisses et je vais vous expliquer ce que je lui ai fait. Et je lui ai fait qu'un seul œil. Donc là, on va faire l'autre œil en direct. Donc, hop, je sors pratiquer. mes petites palettes. Donc, je lui ai déjà fait le maquillage du teint. Donc là, je conseillerais d'utiliser ses produits habituels, fond de teint, poudre, correcteur. Là, j'ai utilisé un fond de teint liquide chez Juliette parce qu'elle a une jolie peau, elle a juste besoin d'être sublimée avec un petit peu de couleur. De la poudre pour unifier le teint. Je lui ai appliqué un fard à joues pour sublimer ses pommettes. Ensuite, on passe du coup au maquillage des yeux. Donc la première étape... Juliette, satisfaite du résultat pour l'instant? Oui, très satisfaite. Donc là, chez Juliette, j'ai choisi un fard bronze qui est dans la palette de fête de fin d'année. Donc un fard bronze chaud pour réchauffer le marron de ses yeux en fait. Donc on va prélever un peu de fard à paupières sur le bout de son pinceau. Donc il faut prendre un pinceau plat biseauté. Et là, en fait, la technique à faire qui va servir pour toute occasion, c'est entre guillemets de repérer, de tracer un trait sur son visage. Donc, je vais poser mon pinceau à l'angle de son nez et à l'angle de ses yeux, ce qui va en fait déterminer l'endroit où je vais tracer mon trait. C'est technique. C'est technique. Et en fait, ce geste s'adapte à toutes les morphologies. Donc, on ne peut pas se tromper, c'est une valeur sûre. Donc là, je reprends un petit peu de fard à paupières et je vais juste en rajouter en fait sur mon trait actuel en allant jusqu'au milieu de l'œil. Donc là, on voit que le fard est très intense et pigmenté, donc qui est parfait pour un maquillage de fête de fin d'année. Voilà. Donc là, pour la morphologie de Juliette, c'est parfait. Elle a des grands yeux, donc ça va permettre d'ouvrir son regard. Je garde le même fard à paupières que je vais appliquer sous le dessous de l'œil, donc sur la racine de ses cils. Donc là, tu vas ouvrir les yeux, regardez bien dans l'air. Donc là, j'applique mon fard sur la racine des cils. Donc c'est assez simple, hein, on a juste à suivre cette ligne-là. Voilà. Donc tout simplement, on garde le même fard. On peut choisir un fard différent, hein, bien sûr, en fonction de ses goûts, de la couleur de ses yeux, etc. Donc là, je vais choisir un illuminateur de teint. Donc en fait, on choisit une couleur claire, nacrée, que je vais appliquer à l'angle interne de ses yeux pour ouvrir le regard. Donc là, je l'applique au-dessus. J'en reprends un petit peu et je vais l'appliquer sur le dessous. Tu peux ouvrir les yeux. Super. Voilà. Tout simplement. Donc là, tu nous disais tout à l'heure, normalement, c'est une demi-heure. Normalement, c'est une demi-heure avec l'ensemble du teint. Là, je condense tout pour vous montrer les techniques les plus difficiles à réaliser. Et bien sûr, dans la salle de bain, il ne faudra pas hésiter à utiliser le support de la vidéo
pour s'entraîner calmement. Donc là maintenant je vais prendre un trait d'eyeliner puisque ce tuto make-up des yeux a pour but d'avoir les yeux de biche, donc vraiment d'étirer le regard et d'avoir un regard sensuel. Donc j'utilise mon fard, mon eyeliner et en fait je vais tracer mon trait d'eyeliner sur mon premier trait de fard à paupières que j'ai repéré en fait avec mon pinceau. Donc je conseille d'appliquer l'eyeliner à l'extérieur de l'œil et puis d'aller jusqu'à l'intérieur. Donc là je suis tout simplement mon trait. Voilà. Ouvre les yeux, on vérifie qu'on fait bien sûr la même chose des deux côtés. Ferme les yeux. Donc j'étire mon trait. Voilà. Donc là on est sur un eyeliner mat, donc qui est très actuel et ça fait un petit côté rétro en fait à son maquillage. Donc l'eyeliner c'est un peu l'étape redoutée de chacune. Je veux bien vous croire. C'est pas évident à faire chez soi non plus. Donc avec cette technique de repérage avec nos fameux pinceaux, c'est plus facile. Voilà. On ferme les yeux. Je vais juste retracer un petit peu mon trait. Voilà. Et ensuite, pour finaliser son maquillage, Le rouge à lèvres. il manque une étape. Ah, désolé. Ça va pas trop vite. Le mascara. Ah, le mascara, Le bien évidemment. mascara, c'est Comment j'ai pu oublier ça? fameux. c'est en fait le produit de maquillage qui va relier toutes les couleurs et finir en fait notre maquillage pour avoir les yeux de biche. Donc là, je vais appliquer ma brosse bien à la racine des cils de Juliette. Donc ouvre les yeux et regarde derrière moi sur mon épaule. Donc là, j'applique ma brosse bien à la racine des cils surtout en faisant des petits mouvements de va-et-vient et je lisse jusqu'en haut pour courber ces cils. Donc c'est vraiment important d'appliquer le mascara à la racine pour pas avoir entre guillemets de partie sans mascara. Et j'hésite pas à appliquer le mascara vraiment sur toute la longueur de la frange de cils, du coin interne des yeux jusqu'au coin externe des yeux. Alors au coin externe, on n'oublie pas les tout petits cils qui s'y trouvent, puisque c'est vraiment eux qui vont permettre d'allonger le regard. Donc, on termine avec... Voilà. Et là, maintenant, je vais appliquer mon mascara au niveau du dessous de l'œil. Désolé, mais on me presse. On nous On me presse en régie. J'ai fini. Regarde en l'air. Le prochain invité Et voilà. qui a hâte d'arriver. Vous voyez, Parfait. en 30 minutes, c'est facile et rapide. Et on peut retrouver Juliette, ce... j'imagine que c'est agréable de se faire maquiller par une pro. Ouais, très agréable. Après, le résultat, je sais pas. Très Qu'en joli. est-il? Nous, on le voit. Tu es Merci très beaucoup en jolie. tout cas. Merci à Merci vous. Lucille. À bientôt. À bientôt Au pour revoir. une nouvelle chronique. Merci. Sans transition aucune, on va passer à la partie sport. Nous sommes lundi avec mon invité Lucien Barreca, le président du club de la mode Servolex, Team Box 73. Enchanté. Enchanté. Alors nos téléspectateurs vous connaissent. Votre club accueille une nouvelle fois une grosse soirée de compétition le 8 décembre prochain. Oui, tout à fait. Deux finales européennes, à laquelle j'ai amené les ceintures. Voilà, c'est Deux finales féminines. Pardon. Deux finales féminines. Oui, deux finales féminines cette année européennes. Donc on est heureux d'accueillir les Serbes et les Les Ukrainiennes. Ukrainiens, voilà, contre deux Françaises, Miguel Mathilde et Capucine Agar. Voilà. Alors, vous commencez à avoir un vrai savoir-faire en matière d'organisation, puisque ce sera la 4e année consécutive. Comment est-ce que vous faites, justement comment un club comme la mode Servolex arrive à obtenir ce type de compétition? Alors, je pense que c'est un challenge chaque année en complicité avec ma fédération, qui me fait confiance, puisque chaque fois on fait une réussite au niveau du public. Ça commence à avoir une petite notoriété, on va dire, au niveau national. Et puis
Et puis, on a conquéré le public rhône-alpin, quoi. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots rapides qu'est-ce que c'est que la savate boxe? Alors, la savate boxe, bon, c'est une discipline pied-point, hein, 50% de poing, 50% de pied, avec des règles bien strictes qui permettent justement à un public de venir admirer cette discipline, puisque elle est très complexe, mais très agréable à regarder. Après, bien sûr, plus le niveau monte, plus il y a de l'efficacité, s'il n'empêche que la technique, elle est toujours là, et c'est bien à regarder, quoi. Alors, au programme donc, de cette soirée, 6 combats professionnels et donc 2 ceintures européennes. Est-ce que le public de la Mode Servolex aura la chance de voir des tireurs, c'est comme ça qu'on dit, hein, des tireurs et des tireuses locaux? Tout à fait, tout à fait. On a notre deux tireurs locaux en classe A, en élite A, qui seront présents sur cet événement. Bien sûr, peut-être 3, on n'a encore pas déterminé le plateau définitif puisqu'on a eu un forfait et il y aura peut-être une 3e participante, en tout cas ex-locaux, puisqu'elle a été à mon club. Et au jour d'aujourd'hui, elle évolue sur Valence, mais elle sera peut-être sur le plateau aussi. Donc aujourd'hui, on a Laura Cadou, l'ex-championne du monde en assaut, qui boxera contre Sarah Surel, qui est son adversaire de l'année dernière en finale France Elite 1. Et ça sera, je pense, une très très belle revanche. Chez les autres tireurs, il y aura du beau monde, j'imagine? Ah oui, il y aura du beau monde. Notamment, il y a Mehdi Kada, qui est un des plus titrés, on va dire, sur la région, et qui refera sa revanche. Enfin, lui, il sera sur le ring pour reboxer Arthur Serodes, puisqu'il l'a rencontré l'année dernière. Et ça sera aussi une 2e revanche sur le plateau. L'objectif de ces soirées de gala, c'est aussi de démocratiser la discipline? Bon, il faut, oui, parce que je pense que le sport pied-point aujourd'hui prend un essor au niveau du grand public, hein, et donc ce type de représentation eh bien, va dans le sens pour faire évoluer la discipline et que tout le monde connaisse la savate. Et voilà, quoi. C'est d'ailleurs un public de connaisseurs, hein, le public de la Mode Servolex. Ah, à force, au fil des années. Depuis le temps, oui, on draine pas mal de gens. On a l'habitude, les organisations, ça se passe bien. Et on voit de très très beaux combats. Après, les titrés, naturellement, internationaux, ça attire toujours du monde. Le cahier des charges pour organiser une telle soirée, il est compliqué à respecter? Oui, c'est compliqué parce qu'il faut trouver des partenaires qui acceptent le jeu, de venir investir un petit peu dans la boxe pied-point. J'essaye de faire chaque année, j'ai un réseau de partenaires qui me suivent, qui font confiance. Chaque année, on en a quelques-uns qui viennent se rajouter. Et puis, il faudra arriver, on touche quand même un grand public. Donc, du coup, c'est important pour nous que les gens suivent la savate et viennent voir d'eux-mêmes de quoi il en ressort. Aujourd'hui, on a encore l'image, malheureusement, la savate, voilà, ou la boxe en général, on n'est pas très, très bien vu. Comment on peut expliquer ça? Que les sports liés à la boxe ont plutôt une image négative? Ça fait 30 ans que j'essaye de comprendre, 35 ans que j'essaye de convaincre les gens de venir voir un peu ce qui se passe dans le milieu de la boxe, avant d'avoir des préjugés et ne pas laisser aller les gens. Mais ça se démocratise, hein, parce qu'on a de plus en plus de filles, on a de plus en plus d'enfants. Donc ça veut dire que déjà dans l'esprit, en tout cas, ça se ressent au niveau du national, puisqu'on a des licenciés supplémentaires, jeunes et femmes. Vous l'avez dit, vous êtes dans le milieu depuis quasiment plus de 30 ans. 35 ans de club, oui. Qu'est-ce qui continue à vous motiver le matin là, quand vous vous levez pour faire autant pour ce club? Ah, c'est ma passion, voilà, je pense que je ferais ça à plein temps, ça ne me dérangerait pas. Parce que je suis un vrai passionné, j'ai été compétiteur aussi, j'ai mon fils qui est là, donc c'est lui qui me pousse un petit peu à lui trouver des combats et à continuer à promouvoir la discipline à travers la jeunesse, quoi. Pour revenir sur les 2 ceintures européennes, donc Mathilde Muguet qui sera opposée à la Serbe Kristina Zolic, elle a ses chances, très franchement, la Française? Oh oui, je pense que l'année dernière, elle a encore prouvé qu'elle était présente, même si elle a eu un combat très, très disputé avec l'Italienne, donc je pense qu'elle a encore ses chances pour aller prendre le titre. Les pays de l'Est, c'est des pays qui sont en forte progression au niveau international. Donc, il faut se méfier. Il y a toujours du dur au mal en face, on va dire. Voilà. Même question pour Capucine Agar qui
qui tirera contre l'Ukrainienne Olena Ourieva. Tout à fait. Là aussi, c'est la Française qui aura fort à faire. Moi, je pense que les deux, elles vont vraiment se méfier de ces pays de l'Est, même s'ils les connaissent parce qu'ils se rencontrent un peu dans les phases qualificatives et autres. Il y a toujours une méfiance à avoir et je pense que bon, les Françaises ont leur chance. Moi, je parierais bien sur les Françaises, quoi. Merci beaucoup, Lucien. On rappelle la date et le lieu de cette soirée. Le 8 donc, décembre à la halle Didier Parpillon de la mode Servolex. Il y a encore des places, j'imagine. Ah, il y en a encore. Ça se remplit tout doucement, mais il y en a encore. Merci beaucoup. À très bientôt. Je vous invite à rejoindre la régie. Allez, on passe au rappel des titres avec Victoria, juste avant la pub. Alors, on va parler notamment du plan de protection de l'atmosphère, deuxième volet. Oui, puisqu'une enquête publique sera ouverte en décembre dans la vallée de l'Arve. Elle portera donc sur ce PPA2 qui doit être mis en place début 2019. On verra un reportage de Jean-Paul Crespi. Et puis, les futurs grands gardiens de but français seront peut-être formés du côté d'Annecy-Vieux. Oui, c'est un reportage que tu as réalisé, Sébastien. Une vingtaine d'élèves a rejoint l'Académie des gardiens de but d'Annecy-le-Vieux pour sa première rentrée. La formation est inédite en pays de Savoie. Merci beaucoup, Victoria. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal de la rédaction de 8 Mont Blanc. À tout de suite.